Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul, je vais faire apparaître l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Mais très bien, très bien parce qu'on est dans le journal de Mickey, donc je suis heureux toujours. Exactement, 21e épisode du journal de Mickey, le premier après la publication du documentaire sur la chaîne As l'épouvantail, voilà, allez voir, hein, Takashi Miike, The Emperor, un peu comme ça, un documentaire assez instructif où on apprend des choses de la bouche de Mickey et quelques listes de films, ça nous donnera des idées pour la suite. Donc on salue Az s'il passe par ici et merci pour son travail qui lui a demandé beaucoup de mois, je pense, voilà. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du documentaire en question, nous allons nous concentrer sur un film. Et comme on l'a fait il y a quelques mois sur Crowd Zero 2, on s'est dit qu'on allait aussi évoquer la suite de Zebraman, dont on a parlé il y a un petit moment, il y a un ou 2 ans, je ne sais plus, peut-être un an. Ouais, à peu près, ouais, un petit... Puis voilà, on va parler donc de Zebraman 2, ou en version originale, je m'excuse d'avance, Zebraman. Il n'y a pas deux, c'est marrant. Zebra City no Gyakusho. Voilà. Les accents toniques sont pas les bons, mais c'est ça. Donc, Zebra City, c'est le nouveau nom de Tokyo dans le film. Hein, oui, voilà. Donc, c'est l'un des plus récents qu'on ait fait de Takashi Miike, même si on a fait The Son of the Evil sorti après. C'est pas le remake d'Harakiri qui est sorti après? Le remake d'Harakiri, je crois aussi. Ou c'est la même année, je crois, 2000, ouais, peut-être la même année. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui annonce son remake d'Harakiri dans le film. Il y a déjà des choses. Et alors, au casting, évidemment, dans le rôle principal, dans toujours le retour, c'est Zebraman. Enfin, pas tout à fait Zebraman au début, c'est ce professeur-là, interprété par Sho Aikawa, qui est l'un quand même des acteurs fétiches de Monsieur Miike, hein, Dead or Alive entre autres, et ici Zebraman. Et à ses côtés, alors pour le coup, il n'y a aucun acteur ou actrice qui revienne du film précédent, et pour cause, puisqu'il y a 15 ans qui se sont passés, hein, à peu près. Mais nous avons une chanteuse actrice, et c'est très important de souligner qu'elle est chanteuse aussi, Risa Naka, qui interprète alors la bien nommée Zebra Queen, sorte de Lady Gaga du futur. Enfin, un futur ça se passe en 2025, cette histoire. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'époque de Zebraman 2. Citons aussi la présence alors de Masahiro Inoue qui joue Asano, qui était le petit garçon qui était un peu voilà, qui avait un handicap physique dans le premier film. Et donc il a bien grandi, il va peut-être devenir médecin. Il y a Naoki Tanaka qui joue aussi une forme de Zebraman à un moment parce que il y a un côté méta comme dans le premier film. Et Tsuyoshi Abe qui joue Nimi, qui est un peu le samouraï bras droit du boss et chef de la Zebra Police. Oui, c'est ça, il y a tout qui est Zebra là-dedans. Et donc un joyeux bordel, hein. Il y a beaucoup de gens là-dedans. Pour un film, disons-le, de science-fiction super-héroïque, dystopie dans le futur, qui est notre présent maintenant, où donc 15 ans après les événements du premier Zebraman. Alors c'est marrant parce que les événements du premier Zebraman, c'était en 2010. Là, ce film, Zebraman 2, sort en 2010. Et on en parle en 2025. Dans le film, on est en 2025. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va être un bordel. Ce film est un bordel. C'est un procédé critique. Ce journal de Mickey en sera un aussi. Bref, on retrouve notre cher professeur Shinichi Ishikawa, qui n'est plus Zebraman. Il se réveille comme ça, dans le futur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a les cheveux blancs. Et donc, une sorte d'amnésie et découvre un monde qui n'est plus Tokyo d'avant. Voilà. Tokyo s'est transformé dans une ville ultra sécuritaire, Zebra City, où domine une sorte de gouverneur maire local, voilà, Kozo Ayara, et sa fille, je mets des guillemets parce qu'on va en reparler, Zebra Queen, qui est là aussi pour chanter et pour faire régner la force, etc. C'est une sorte de nouvelle héroïne, mais dans la réalité. Et dans cet univers, ils ont instauré une sorte de Zebra Time. Alors le Zebra Time, c'est comme The Purge, hein, American Nightmare, si vous voulez. Un moment où des citoyens peuvent tuer n'importe qui. Alors, je ne sais plus combien ça dure, une sorte de... 5 minutes, c'est 5 minutes, voilà, c'est très court. Tous les jours à 5h, 5 minutes. Voilà. Tous les jours à 5h, PM et AM. Alors le matin, il faut se lever tôt parce que sinon il y a le voisin qui vient de trucider sous la couette et c'est pas sympa. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène où on voit
un docteur pervers, un député aussi qui fait une prise de catch. Vraiment. Bon. Et donc, dans ce bazar absolu, on va suivre notre héros qui va devoir récupérer la mémoire. Il est récupéré d'ailleurs par des gens sauvés in extremis lors d'un Zebra Time par l'hôpital du Cheval Blanc, parce que Cheval Blanc, zèbre, etc., où il va retrouver, mais alors, incroyable mais vrai, son ancien jeune élève qui maintenant marche parfaitement. Déjà, à la fin du premier Zebraman, il y avait ce miracle-là, et qui veut devenir docteur et qui va essayer d'aider son sensei, son professeur, à redevenir Zebraman ou pas. On ne sait pas, ça va être compliqué. Et il va se passer beaucoup de choses. Et à un moment, on s'attend à la confrontation entre Zebraman et Zebra Queen, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais n'oubliez pas, dans le premier film, il y a des extraterrestres aussi. C'est pas fini cette histoire. Et il y a des scientifiques aussi. À un moment, on parlera peut-être de Frankenstein, parce que je pense qu'il y a des influences. Et bien, après ce joyeux bordel de synopsis, alors, mon cher Romain, tu le découvres en même temps que moi. C'était un Mickey qui te résistait jusque-là, enfin, te résistait dans le sens que tu ne l'avais pas encore vu. Quel est ton ressenti là, après cette découverte haute en couleur? Et pourtant, c'est beaucoup en noir et blanc, mais quand même, c'est très en couleur. Il y a du vert aussi. On reviendra sur ça. C'est vrai qu'on a quand même, on a galéré à le trouver. Enfin, tu as galéré à le trouver parce qu'il a été sorti en DVD quand même à l'époque, hein, Oui. en 2010-2012. Il y a une édition DVD en France qui tourne dans tous les cas. Mais voilà, pour le coup, c'était un immense plaisir de le découvrir parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et c'est un film très particulier. Comme tu dis, c'est un vrai bordel. Ça va dans tous les sens. Moi, j'avais rien lu dessus en fait en le découvrant, donc j'étais assez surpris en fait ce jump dans le temps de 15 ans où on se retrouve plutôt effectivement dans un film qui prend une sorte de dystopie avec voilà, en plus en jouant, en tirant encore plus la corde du zèbre et du symbole du zèbre avec le noir et le blanc, etc. Il y a quelque chose d'assez intéressant. En plus, on commence quasiment sur un concert aussi d'Idol, qui est le personnage de Zebra Queen. C'est hyper étrange. Vraiment, moi, je sais pas. En fait, à l'heure où je suis, où on est, c'est encore un chaos dans ma tête. Mais en même temps, on avait déjà dit, hein, chez Mickey, il y a ce côté profondément chaotique. Et ça dit tout un tas de trucs. Ça réfléchit sur tout un tas de choses. C'est effectivement, il y a quelque chose, mine de rien. On sent que c'est un budget beaucoup plus important. Il y a même les effets spéciaux quand même un petit. Alors, il conserve ce côté un peu foirax, un peu branquignol au niveau des effets spéciaux. Mais on sent qu'il y a un peu plus de thunes quand même derrière. Mais il garde quand même l'esprit du truc. Il y a un côté méta, effectivement, comme tu disais à l'intérieur. Il y a toutes les réflexions que peut avoir Mickey, hein, sur le bonheur, sur le sens de l'existence, la question de la lutte des classes qui est présente avec les laissés pour compte, etc., les marginaux. Enfin, tout ce truc-là est très présent. C'est du Mickey pur jus. Mais c'est un sacré bordel. C'est aussi beaucoup plus sombre que le premier, mine de rien. Moi, en me voyant, je me dis, le film est quand même vachement plus violent, quand même, mine de rien. C'est un peu plus sanglant. C'est plus brutal quand il y a de la violence dans le cadre. Elle est plus âpre, quand même, mine de rien. Alors ça, attention, c'est à relativiser, on est dans Zebraman. Mais il y a des moments où, en fait, la violence, contrairement au premier, où il n'y avait pas vraiment ça, elle ramène à une forme de normalité, de réalité, que je trouve assez dure. Il y a une scène de passage à tabac, notamment d'un personnage, à un moment donné, où on voit, par exemple, et tout ça, en plus, ça rentre en collision avec le ridicule truc, parce que tu parlais qu'il y a la Zebra Police, il y a aussi la Zebra Police en jupe, parce qu'il y a une division avec des femmes en jupe, et il y a ce décalage entre ces personnages-là à un moment donné qui vont tabasser un autre perso, mais de manière vraiment très violente, et c'est assez curieux d'avoir ce travail, mais qui est finalement qui est très récurrent, hein, chez Mickey, de confronter une forme de grotesque avec une violence beaucoup plus dure, âpre et finalement quotidienne et réelle. Et je trouve que le film réussit vraiment son pari là-dessus, en fait. Moi, je suis surpris, je m'attendais pas à voir ça. Et quand bien même c'est le bordel, ça part dans tous les sens, on reconnaît l'essence de Mickey, on reconnaît ses questionnements, ses thématiques, elles sont toutes présentes. On reconnaît son côté foutraque, mais on reconnaît aussi, curieusement, son côté, mine de rien, très rigoureux dans son foutraque. C'est très paradoxal, mais ces paradoxes, ils sont présents chez Mickey. Et c'est encore une fois très surprenant. Et je suis assez curieux, on va creuser un petit peu. Je suis curieux d'avoir ton avis dans un premier temps avant qu'on creuse aussi, voir un petit peu comment tu l'as appréhendé. Bah, j'ai un avis plus ou moins cohérent avec le tien, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est un joyeux bazar, c'est un peu une sorte de mélasse absolue miquesque, c'est-à-dire qu'il a voulu mettre beaucoup de lui dedans, et je pense qu'arrivé à un certain point de sa carrière, 2010, déjà il lâchait tout avant, mais là il lâche encore plus. Il y a une forme d'émancipation aussi dans ce film, même si c'est toujours ça, hein, avec Takashi Miike, d'émancipation aussi de certains de ses personnages. C'est intéressant parce que la façon dont il est fait évoluer à un moment, notamment le personnage de Zebra Queen, qui a beaucoup d'arcs, qui va lui permettre à un moment quand même de prendre peut-être le pas
sur son père gouverneur, etc., pour voler un peu de ses propres ailes ou de ses propres sabots, si vous préférez. Mais ça se dit pas, c'est joli. C'est pas Pégase, hein, c'est quand même un zèbre. Mais il y a cette idée aussi de nous plonger donc, dans un ridicule équilibre. Mais ça fonctionne. Si on accepte que c'est un joyeux nanar, quelque part, entre la sombre atmosphère et tout, et le côté absurde, quasi burlesque de certains moments. Tu vois, j'ai beaucoup pensé, alors il y a beaucoup de films de Mickey d'avant dans ce film. On parlera plus tard pourquoi il y a Crowd Zero 2, parce que il y a une blague, mais il y a aussi un autre truc, un plan clairement d'affrontement qui m'a fait penser à Crowd Zero 2. Il y a beaucoup de ISO aussi. Il y a quelque part une isoification, parce que dans ISO, c'était ça, là c'est par-delà le bien et le mal aussi, il y a une idée derrière, dans une forme de l'absurdité d'un monde, un monde futur que Mickey a décidé de dézinguer parce que de toute façon, bon, il y a ce côté un peu nihiliste, pas pessimiste, mais pas loin aussi de la société japonaise de Mickey. Là, il explose tout. C'est-à-dire que c'est de mémoire, je crois que c'est le premier film de Mickey qui se passe dans le futur qu'on voit. Parce que il me semble que je me trompe pas, mais on n'a pas allé dans le futur. Alors, il y a peut-être un Dead or Alive, indirectement, ça serait peut-être du futur, mais bon. Bah, dans le 3, pour le coup, dans le 3, c'est un film futuriste, on viendra dessus. Ouais. Il y avait Terraform Mars avant qu'on n'a pas vu, mais qui se passe probablement un peu dans le futur, du moins quelque part un peu SF. Et c'est vrai que là, il nous installe dans une forme de dystopie. Dès le début, c'est un début, alors évidemment, qui est tranché par la musique avec la Zebra Queen au début, c'est Lady Gaga, hein. C'est Lady Gaga, la Zebra Queen. Regardez, photo à l'appui, c'est clairement Lady Gaga. Et d'ailleurs, c'est l'actrice elle-même qui a bossé apparemment le design, enfin, avec Mickey, hein, j'imagine, qui a voulu vraiment avoir une persona à la Lady Gaga, et ça fonctionne bien, parce que c'est, à l'époque, en 2010, c'était, j'imagine, c'est Bad Romance et compagnie, là, on est en plein dedans, quoi. Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire, il y a ce clip où on sent déjà les effets spéciaux un peu moyens, l'apparition du titre Z2 et tout, ça fait presque direct to vidéo par moment, hein, tu vois ce que je veux dire, et pourtant, c'est sorti au cinéma. Hein. Mais bon, on le sait, Takashi Miike, dans tous les formats de films qu'il ait pu faire, vidéo ou pas, il a fonctionné toujours un peu de la même manière. Il y a ça, c'est presque festif gothique, hein, de toute façon, et on est dans une dystopie absolue où j'ai quand même capté à un moment une image pour le décor, parce qu'il faut quand même, parce que ça va vite dans le montage, hein, il y a, voilà, comment est présenté un peu, j'allais dire, ce Néo-Tokyo. On n'est pas dans Evangelion, mais voilà, et je trouve que ça, par exemple, il y a un travail dessus, c'est-à-dire que ça a été songé, et du storyboard derrière, avec cette tour un peu elle est super, la tour. Ouais. Elle est magnifique, cette idée de tour qui prend presque vie ou pas quand le Zebra Time se lance. Et c'est une sorte de Blade Runner à la japonaise, quoi. Et je pense qu'il y a de l'influence à la Blade Runner. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ce décor-là, qui colle bien avec l'idée que, voilà, avec tous ces écrans, d'ailleurs, l'omniprésence des écrans, hein, c'est pas nouveau chez Mickey, ça. Là, il y en a partout. Mais moi, j'adore ce truc-là. Hein. Je trouve que effectivement, tu lis le décor, tu sens que c'est vachement pensé. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté porte-nawak chez Mickey quand même, mais c'est un porte-nawak encore une fois qui est très pensé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il lâche les chevaux, si je puis dire. Il y va à fond, mais en même temps, c'est très structuré, c'est très pensé. Effectivement, visuellement, au tout début, quand on voit la première fois le Zebra Time se mettre en place, c'est-à-dire la tour qui change de forme, qui à la base est un building à peu près normal, qui change de forme, qui devient cette tête de zèbre et qui fait tomber une sorte d'aura énorme au noir et blanc qui recouvre toute la ville, qui fait une sorte de grosse sphère autour de la ville. C'est hyper étonnant. Alors évidemment, en termes d'effets spéciaux, c'est toujours un peu fait de bric et de broc en termes de numérique, mais ça a quelque chose. Il y a une âme, il y a un truc. Là, tu vois, il y a une lumière et tout. Ça se sent qu'il y a une bâche derrière, en fait. C'est une maquette avec une bâche. Ça se voit. Là, tu vois, tu te focuses dessus, tu le vois, le truc. Ça ressemble à ça. Et c'est vrai que c'est zébrifié un peu partout. C'est vrai que derrière, il y a des effets de zèbre et tout. Mais oui, t'as l'impression que c'est une bâche derrière. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Mais ça marche. Ça marche. Et je trouve que dans cette ambiance du début, le ton est donné. Au bout de 10 minutes, on sait très bien où on va aller. Et clairement, on y va tout droit. Alors que, attendez, j'ai quitté le plein écran pour pouvoir, parce que c'est vrai que là, manipuler, c'est pas facile hein, de manipuler StreamYard, voilà. Et donc déjà d'emblée il y a cette ambiance et après les personnages mine de rien va s'attacher à eux avec cette idée de notre ancien héros qui ne l'est plus parce qu'il a oublié. Et on voit d'ailleurs cette introduction, il y a une introduction très triste. Moi je trouve qu'elle est dramatiquement triste cette introduction où on voit notre professeur. Alors on voit un petit peu les événements du premier film, hein, vite fait.
Et quelques jours, quelques semaines après, on sait qui est Zebraman. C'est-à-dire que Zebraman, c'est ce professeur, il est démasqué, etc. Bon, okay. Et eh bien, il n'arrive plus. Il n'a plus de pouvoir, déjà. Ça se dit, ça se sent. Et on nous le présente là complètement paumé, où tu as tous ces journalistes agglutinés, etc., qui essayent de faire de la sensation. Au moment où il va sortir ses poubelles, et on le voit, il est complètement hagard, tout ça. Sa famille n'est plus là. Donc, on parlait de la famille, l'importance de la famille chez Mickey. Là, la famille a explosé. Il y a une explosion de la famille dans le film. Hein. Mais vraiment, dans tous les sens du terme, on y reviendra. Il n'y a plus de nœud familial, là, du tout. Et il est là, il est tout paumé. Et même son jeune élève, Asano, ne croit plus en lui parce qu'il n'est plus Zebraman. Il est tout seul. Et cette solitude est renforcée, d'ailleurs, ce plan en dit long, par tous ces journalistes, cette télé et tout. À un moment, il prend une pause et c'est complètement nul. Et dès le début, tu sens que ça va être à la fois triste, émouvant, drôle, foutraque, le bazar, flippant, tout ça mélangé. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que tout ça a énormément de sens. En fait, ça va prendre du sens. On y reviendra en zone spoiler, mais évidemment, le personnage de Zebra Queen, il y a tout un truc sur la question des rayons de zèbre, sur la question du bien et du mal. Tu parlais tout à l'heure de nihilisme, mais cette idée que la nouvelle société qu'il propose renverse le blanc et le noir et leur signification, c'est vachement intéressant ce truc-là. Le bien devient le mal et le mal devient le bien. Donc on essaie de s'affranchir de tout un tas de normes. Et ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, cette scission entre le noir et le blanc, finalement, dont on parlera un petit peu plus tard, est très intéressante pour expliquer en fait l'état d'esprit. On n'en dit pas grand-chose au début du personnage d'Ishikawa au tout début. On sait pas vraiment, on comprend pas vraiment. Il est effectivement hagard. Mais en fait, tout ça va s'expliquer lors d'un face-à-face, on y reviendra à la fin, avec le personnage de Zebra Queen et qui va prendre son sens, qui va raccorder encore une fois avec la figure de Zeb. C'est ça qui est super intéressant. C'est encore une fois très très bordélique si on le prend narrativement de prime abord. Mais en réalité, on se rend compte au fur et à mesure que le film avance que toutes les pièces du puzzle, mine de rien, se remettent parfaitement ensemble et ça colle très bien. L'édifice fonctionne bien. C'est un édifice, encore une fois, qui part dans tous les sens. J'imaginerais comme une sorte de bâtiment, ce film, qui part un peu dans tous les sens, qui a des formes un peu étranges, mais qui finalement tient bien. Voilà, et tient parfaitement bien parce qu'on se rend compte que tout est cohérent et que finalement, encore une fois, tout est pensé dans ce chaos-là. C'est pour ça vraiment que je pense que Miike, alors de manière un petit peu différente qu'un Tsuyark par exemple ou qu'un Rob Zombie, c'est un cinéaste du chaos. Il le fait à merveille, de manière très différente encore une fois que les autres auteurs. Mais il y a une manière de traiter le chaos que je trouve dingue parce qu'encore une fois, à chaque fois, on se rend compte qu'à la fin, quand on y réfléchit, tout fonctionne. Alors qu'on a l'impression, au début, on est complètement. On est un petit peu submergé par tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je dois penser de ça? Et finalement, tu dis, mais non, mais en fait, tout ça est très bien pensé. Submergé comme le personnage principal, le film, comme ce bâtiment-là que tu dis, l'allégorie, c'est cette tour peut-être aussi. Hein, c'est un film qui est en mutation. D'ailleurs, il y a une idée de mutation aussi hein, dans le film. Il y a cette idée d'évolution perpétuelle. Et comme je le disais un peu avant, ce Tokyo qui a mal tourné. Alors, chez Mickey, on le voit souvent avec des Yakuza, etc. Là, tu as un peu l'impression que c'est le triomphe ultime des Yakuza qui se sont mués en gouvernement local et politique, avec la Zebra Police et tout. C'est évidemment le gouverneur maire local qui a été élu. On sent quand même que c'est un peu le roi du crime. Enfin, il va y avoir une révélation autour de lui après qui est assez étonnante aussi quelque part, qui peut paraître. Bon, il y a des moments, il y a des raccourcis, des grosses ficelles peut-être, mais bon, dans un film comme ça, c'est normal. À certains instants, je ne sais pas si tu as senti ça, sans spoiler pour l'instant, mais ça va très vite. D'un seul coup, ça accélère. Oui. Alors que tu t'attends à ce que ça se développe. Déjà, tiens, voilà. Et c'est presque un peu le défaut qui manque peut-être 10-15 minutes vers le deuxième tiers là, avant la conclusion finale. C'est-à-dire qu'à un moment, il essaye, je pense, de vraiment garder une importance de chaque personnage, parce qu'il y a beaucoup de personnages, etc. Et c'est difficile, notamment avec ce personnage du samouraï un peu là. Voilà. C'est dommage, mais il l'a mis là en mode référence du passé. C'est-à-dire que le Japon du passé, le Japon du présent, le Japon du futur, c'est encore l'idée du Scrooge Mickey. Je crois qu'on avait déjà fait cette remarque en plus. Je ne sais plus sur quel voilà. En fait, il convoque tout le Japon et à la fois ses peurs du futur, son regard sur le présent, un souvenir du passé. Il n'y a pas de la nostalgie là ici. Hein. Et cette idée que là, tout a explosé. Je pense que voilà. En plus, c'est le même scénariste. C'était probablement un film de commande parce que le premier avait bien marché. On lui a dit il faut en faire un 2. Eh ben, on en fait un 2. Moi, Takashi Miike, vous allez voir ce que je vais vous faire avec le 2. Quoi. Ce qui est génial, c'est effectivement, tu parles du samouraï, c'est un perso vachement intéressant parce qu'effectivement, c'est une sorte de réminiscence d'un code d'honneur qui n'existe plus, a fortiori dans ce nouveau monde qui a finalement tout renversé. Et je trouve que ce personnage-là, en fait, ils sont tous très intéressants. Tous les personnages sont vraiment touchants. Je trouve que Zebra Queen, pareil, c'est des personnages qui sont très intéressants
et qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus touchants. Et en plus, on se rend compte à quel point ils ont une sorte de poids symbolique qui est très fort. Chacun d'entre eux, ils sont presque tous des concepts en fait. C'est intéressant. On a presque l'impression de voir, et en même temps, sans que ça fasse disparaître l'instance personnage. Ça reste des personnages qui sont touchants, qui produisent des émotions. On parlera aussi tout à l'heure de la petite fille, parce qu'il y a aussi ça qui est important sur la question de l'enfance aussi, qui est un truc très présent toujours chez Mickey. Il y a ces éléments-là. Et en fait, en même temps, ce sont des concepts. Ils parviennent à être complètement abstraits et symboliques, et on peut se hisser à un niveau réflexif. Donc, c'est pas juste une sorte d'étrange blockbuster qui flirte parfois avec le nanar, petit blockbuster entre grosses guillemets. C'est bien plus que ça. Il y a toujours cette idée d'aller vers une sorte de réflexion existentielle, alors politique, tu l'as dit aussi, et existentielle. Et ça, tout ça nourrit en fait ce truc-là. Et finalement, à la fin, on se dit, oui, j'ai vu un truc qui frise le nanar à certains moments, mais n'empêche que je suis content parce qu'il m'a donné à réfléchir, il m'a donné à penser, il m'a surpris. Et c'est ça qui est très étonnant. Et puis c'est un monde qui est présenté comme dénué d'humanité d'une certaine manière, et le retour de ce héros complètement amnésique renforce justement son côté ultra humain. C'est vraiment, pour le coup, déjà il y a en plus il est montré avec les cheveux blancs, donc ultra humain dans le sens. D'ailleurs, l'une des premières apparitions du monsieur, à part son réveil, c'est le chevalier blanc à venir, mais complètement perdu face à la Zebrapolis. D'ailleurs, là aussi, un très beau décor derrière. C'est un très beau plan, hein, c'est une bâche et tout, peut-être, mais c'est pas grave. C'est très bien. D'ailleurs, on voit aussi le côté urbain. À un moment, au début, quand il est transporté, il se pousse sur une brouette pour avancer, enfin, sur une sorte de, je sais pas quoi, une trottinette pour avancer et tout. On voit à côté le côté un peu malfamé, le Tokyo un peu post-Yakuza à la Mickey, pendant qu'on a des cuts avec le magnifique morceau de Zebra Queen qui nous donne très vite envie de chanter, hein, d'ailleurs. Watashi wa Zebra Queen, en effet. Mais il y a un vrai contraste qui se met dès le début, on le voit, entre lui très humain, blanc, donc la justice, tout ça, et le côté sombre. Et on va comprendre pourquoi ça a basculé à ce point-là dans le côté sombre. Parce que oui, dystopie et tout, mais au début du film, on ne s'imagine pas à quel point, pourquoi on en est là, quoi. C'est ça aussi l'intérêt du film, c'est que à un moment, on sort du cliché, voilà, c'est des méchants hein, qui dominent la ville et tout, parce que derrière, on voit qu'il y a une idée peut-être encore plus grave et encore plus grande. Quoi. Faire de ce qu'il y a à Zebra City, le mettre dans le monde entier. D'ailleurs, les Américains envieraient presque, hein, visiblement, les résultats extraordinaires du Zebra Time. Soit disant que le Zebra Time annule la criminalité. C'est le beau paradoxe aussi, ça. Hein. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais au début, il y a ce montage alterné effectivement entre le concert et la descente de la Zebrapolis, qui crée aussi ce truc-là, très politique aussi, de montrer justement le divertissement, l'entertaining, que met en avant cette dictature, ce petit on va dire ce petit gouvernement, si je puis dire, totalitaire, qui finalement endort le peuple qui est complètement, si je puis dire, endormi et embarqué, si je puis dire, par Zebra On les voit Queen. tous, avec les journalistes qui tournent par-dessus et tout. Tout à fait. Et la violence qui se passe dans les rues, effectivement, à ce moment du Zebra Time, qui est finalement quelque chose qui est à la fois revendiqué comme étant effectivement permettant de faire diminuer le crime, mais en même temps étant fait de manière, c'est que ça reste quand même une sorte de violence qui est un petit peu lézarde, qui est vraiment mise qui va, tu le dis, dans ces quartiers un petit peu suburbains, délabrés. Donc c'est à la fois des choses qui se disent, qui se revendiquent, mais qui en même temps qui sont cachées parce que cette violence, elle demeure sale. Tu vois, il y a ce côté un peu comme Kitano quand il montre la violence, où Kitano, il aime à la fois la violence, il a envie de la montrer, et en même temps, il l'aime pas. Et il y a ce truc-là que je trouve intéressant chez Mickey, et qui est finalement un paradoxe qu'on trouve très souvent. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément la violence, d'ailleurs. Hein, c'est pas quelqu'un qui aime ça. Il aime bien l'expédier hors champ, et à certains moments, la montrer de manière un peu brutale. Je trouve que la dichotomie qui est montrée dans cette société totalitaire, c'est cette idée, encore une fois, de revendiquer une violence qui serait salvatrice, et en même temps que cette violence salvatrice, elle est un petit peu cachée parce qu'on l'aime pas non plus, on n'a pas envie de trop la montrer parce que ça reste de la violence. Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont cette séquence-là montre ça, entre encore une fois le divertissement qui permet de cacher ce qui se passe dessous, tout en effectivement revendiquant cette violence qui serait salvatrice, qui purificatrice, etc. Je trouve ça très intéressant. Oui, en plus, cette dictateur par l'entertainment, qu'il soit musical ou par allez, vous pouvez tuer n'importe qui, parce que finalement, ici, ce Zebra Time, c'est aussi une forme d'entertainment pour calmer les ardeurs. Et à un moment, on voit que
le père gouverneur et la fille, ils sont pas contents parce que la numéro 1, c'est une autre dame, c'est pas elle, hein, la numéro 1 du top 50. Et la petite chanteuse pop Angélique, elle va prendre cher aussi lors du Zebra Time. Parce qu'on va la dictature par le Zebra Time pour que la fille soit numéro 1, quoi. C'est assez. Ou elle est dégazée, elle est presque, elle est pas déguisée en zebra nurse, mais en zebra femme de ménage, hein, d'ailleurs, à ce moment-là. Et c'est-à-dire qu'elle-même, elle va aller au bout du truc. Elle va même pas demander à un homme de main pour faire le sale boulot, quoi. Ça veut dire qu'elle aime aussi. Voilà. Parce qu'on te montre vraiment que le Zebra Time, en fait, finalement, là où il devrait profiter soi-disant à tout le monde, il ne profite finalement qu'aux puissants, puisqu'à chaque fois qu'on montre quelqu'un qui commet un crime, ce sont les puissants qui les commettent. Et c'est une manière de cacher ou de rendre légitime, si je puis dire, les crimes qu'il donne au moment donné où le Zebra Time se déclenche. Puisque pour le coup, c'est exactement ce que fera Zebra Queen à un autre moment aussi, mais ça, on y reviendra en spoiler. Mais heureusement, il y a cet hôpital du Cheval Blanc où l'humanité reprend un peu ses droits. Et alors là, il y a quand même des magnifiques retrouvailles entre l'élève et le maître. Alors, ce qui est terrible, parce que on se souvient du début du film où on le voit, le petit garçon, tout ça, il croit plus en Zebraman. Là, il reconnaît son prof et la première chose qu'il dit, ah, mais ce n'est qu'un simple professeur. Enfin, il dit ça comme ça. Et qui est censé être mort. Et c'est là où on a cette dichotomie, c'est-à-dire qu'il est devenu un être humain lambda, mais il s'est pris combien? Une centaine de balles dans le poitrail, mais il survit. Et là, on a de l'humour miquesque, c'est-à-dire que il est mort, à un moment, il se réveille. Mais non, je suis pas mort. Et tout. Puis la scène d'après, il est dans le coma, et puis il se réveille. Et là, il y a beau lien entre ces deux personnages. Peut-être que ça aurait dû être plus poussé par moment, peut-être. C'est vrai qu'il disparaît, le personnage de Chihuahua disparaît en fait beaucoup. En fait, on est vraiment très centré sur Zebra Queen, mine de rien. En fait, je trouve qu'en termes de narration, il occupe un peu moins. Alors, au fur et à mesure, il va revenir. Au fur et à mesure qu'il va se rappeler, qu'il va se souvenir, on va venir à toutes ces choses-là. Il va revenir vraiment au centre de la narration. Mais tout au début, mais en même temps, c'est assez cohérent aussi. Il est un petit peu en fond, il est là. On voit qu'il essaie de récupérer la mémoire, il rencontre ces quelques personnes. Mais finalement, effectivement, c'est une partie du récit qui est plus discrète dans un premier temps. Et tu revenais sur un petit truc très mickesque que moi j'aime bien, effectivement, ce truc où il se relève. Il y a une séquence un petit peu plus tard aussi dans le film où il y a un personnage aussi qui est tué, enfin qu'on pense être tué, qui va se réveiller soudainement et qui vont pleurer l'espace de quelques autres. Ça fait beaucoup penser à Happiness of the Katakuris avec le final justement où le frère se fait poignarder, ils vont chanter les parents autour du frère poignardé et en fait il se rend compte qu'il a juste une éraflure. Et finalement, au moment où il va aller jusqu'à vraiment simuler la mort devant ses parents parce qu'il défaille, parce qu'il a l'impression d'être blessé à mort, et soudainement se réveiller. Il y a un truc comme ça aussi. Il y a plein de résurgences, d'échos à ce qu'on peut trouver dans d'autres séquences de Mickey, donc je trouve ça assez rigolo. C'est de la comédie un peu comme on peut le voir chez Kitano aussi à certains moments. C'est une comédie très japonaise de toute façon. Hein. C'est au-delà de ces deux réalisateurs, il y a cette idée aussi. Et alors, à un moment, moi c'est vraiment le jeu des hasards, ce cheval blanc là, cet hôpital. C'est que le médecin, donc chef du jeune apprenti, ex-élève du prof, compliqué, et il s'avère. Alors, qui est ce monsieur? Alors, je vais mettre l'image, ce monsieur, et tu vas me dire qui c'est. Là, vous allez me dire, mais attendez, mais cette image, on l'a déjà vue dans le premier film. Pas vraiment. C'est aussi Zebraman. Alors, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que dans le premier film, pour resituer, donc on avait une vieille série des années 70-80 qui avait été perdue, d'où le générique, hein, Zebraman, voilà. Et alors, il s'avère que, visiblement, après 2010, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, dis-nous. Ils en ont fait, effectivement, une série télé inspirée du personnage de Zebraman, et je trouve ça super. Et effectivement, il va croiser l'acteur qui incarnait Zebraman dans cette série. Et je trouve ça super rigolo. Et il y a toute une séquence très touchante, d'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard, au final, où il va reprendre, si je puis dire, le masque et reprendre son rôle de Zebraman. Et je trouve le personnage aussi vachement attachant. C'est vraiment très rigolo d'avoir intégré ça, où on a presque une sorte on revient dans quelque chose de méta qui finalement disparaît pas mal du temps du film, et soudainement on raccorde à la série. Moi je pensais pas qu'ils allaient raccorder à la série. On m'a tellement transporté loin du premier que je me dis ok, très bien, c'est une autre proposition, ça me va. Et finalement Mickey trouve quand même le moyen, et c'est plutôt habile, de reboucler avec la série de base que lui-même avait créée pour le premier comme série fictive. C'est super rigolo et c'est vraiment habile, je trouve intelligent.
C'est là qu'on aimerait qu'un jour il fasse une mini-série Zebraman en vrai. Ce serait génial. D'autant plus qu'on a appris notamment dans le documentaire de Hazel l'épouvantail qu'il aime beaucoup la moto. Hein, Mickey, il a commencé un peu en mode Akira, hein, parce que je simplifie, mais d'ailleurs à un moment on voit Zebra Queen sur sa moto, j'ai dit ah bah oui, forcément, c'est un peu l'idée. Et c'est vrai que là c'est trop amusant hein, justement quand il sort tous ces goodies, tous ces DVD et tout. Et Oui, oui, tout c'est à pour fait. faire en fait, c'est pour que. Alors le pire c'est qu'il y a un malentendu. Au début il sort ça. Il sait pas que c'est le vrai Zebraman qu'il a, enfin le héros. Et il sort ça, et puis après, il y a l'autre qui arrive et dit non, c'est trop tôt pour lui faire recouvrir la mémoire, parce que c'est le vrai Zebraman, tu vas le choquer. Il y a une sorte d'échange, des hasards et des coïncidences. C'est pas la première fois chez Mickey aussi qui joue là-dessus. Et on remarquera aussi la présence derrière de Borman, hein, l'homme sanglier, qui était l'ennemi juré de Zebraman C'est dans génial. cette série. Magnifique, hein. Il faut quand même imaginer qu'ils ont créé ce costume exprès, juste pour un petit côté méta qu'on voit vite fait à la télé. Ah, même si, en plus, factuellement, cet élément est important parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même du Bien sûr. build-up pour le payoff qui est à la fin avec un autre ennemi pour le coup qu'on croisera après, parce qu'il y a un autre épisode et c'est super cool parce que, pareil, encore une fois, c'est pas juste un clin d'œil, c'est quelque chose qui est quand même utilisé et qui a du sens Oui. dans cette narration-là, cette nouvelle narration. Et c'est super intéressant. Ah ça a du sens. C'est même le fusil de Tchekhov vite fait qui est Voilà, là. Non, mais ça veut dire que Mickey, malgré le bordel, il maîtrise son écriture quand même. tout à C'est-à-dire fait. que quand tu arrives au bout, tu te dis que oui, là c'est un peu rapide, là c'est un peu trop too much, tout ce que tu veux. Mais bon, c'est Mickey, il se lâche avec son scénariste. Hein, voilà, il maîtrise le personnage, il maîtrise l'univers. Mais il y a une conclusion. Une conclusion, vous n'êtes pas prêt pour cette conclusion. Mais avant encore la zone spoiler, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est un film qui part vraiment dans beaucoup de choses. La petite fille, alors, on va pas trop en dire hein, encore sur Oui. la petite fille. Mais moi, j'aime bien aussi le choix du décor où Zebraman, enfin, qui va peut-être redevenir Zebraman bientôt, et la petite fille se rencontrent. C'est sur le toit de l'hôpital. Voilà. Et magnifique cadre aussi. Alors, en toit de l'hôpital, on ne le Super. voit pas là où il y a une tête de cheval hein, devant. Et là aussi, il y a un beau décor. C'est-à-dire qu'il y a un beau travail de décor quand même, hein, mine de rien. Il y a un Et truc très malgré la bizarrerie et la folie du truc, il y a un truc qui est finalement très classique au sens très noble du terme. Il y a des moments où il pose son cadre de manière, encore une fois, qui convoque tout un tas du cinéma, ce qui fera un petit peu par la suite, c'est on avait dit, je crois que c'est en 2010 Harakiri, pour prendre vraiment une relecture d'un film classique qu'il a fait et de manière aussi très classique, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé grand il n'a pas voulu en faire une version, volontairement upgradée de manière contemporaine. Non, il a repris le truc et en a fait un Shambhala très classique. Et là, je trouve que dans ce truc où effectivement c'est très chaotique, c'est le bordel, ça part dans tous les sens, ça commence sur un montage alterné entre une idole qui chante sur scène et puis un mec qui se fait tabasser par une zébra police. Soudainement, il pose son cadre. Il fait des très très beaux cadres. Tu mettais tout à l'heure aussi le face-à-face entre Zebraman et cette police, où seulement dans quelque chose de beaucoup plus classique. Et ça marche à mort. Et effectivement, tu dis, les décors, quand le cadre est posé, sont vraiment magnifiques. Et je trouve que la photo, au passage, est très très belle aussi du film. Vraiment, il y a un truc soudainement, et encore une fois, dans le cinéma beaucoup plus classique. Et j'aime beaucoup ce truc-là. Je vais répéter un truc qu'on a dit 15 000 fois depuis 21 épisodes. Entre tradition et modernité, je suis désolé de le faire, mais ça ouais, marche très bien. après, c'est Mickey, c'est il aime Oui, bien jouer sur ça, et c'est pas pour rien que vous avez le Japon du futur, le Japon du présent, le Japon du passé aussi. Il y a un vrai mélange. oui, Et avant, de toute façon, on va bientôt la transitionner vers la zone spoiler parce que on n'a pas parlé trop de la relation entre, j'allais dire, le père et la fille, hein, oui, le gouverneur-maire et Zebra Queen. D'ailleurs, ils sont rarement placés en même temps dans une scène, oui. mais quand ils le sont, c'est dans la Zebra Mobile. Alors, c'est pas la Melon Mobile, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, mais il y a une Zebra. Alors, et là aussi, c'est l'art du détail, en fait. C'est un film où c'est l'art du détail dans les décors, parce qu'on rigole, on rigole et tout. Mais voilà, il y a même les petites fenêtres en zèbre là derrière. Et ça donne, alors c'est ça qui est fort, c'est que c'est ridicule un peu, là, machin, mais ça donne justement le côté clair-obscur de cette discussion-là, où on se demande lequel des deux est le plus mal intentionné pour l'autre, presque. Mm. Voilà. Qui est le vrai méchant? Qui a la vraie domination? Parce que là, on le voit, d'ailleurs, ce plan, il le dit, le père, il est toxique pour la fille. Enfin, il y a une idée de toxicité, de domination et de possession, quand même. Et ça, on est vraiment en zone spoiler parce que ça a du sens aussi, tout à fait. Et je trouve que sur ces plans-là, notamment, effectivement, il y a le travail sur le clair-obscur qui est super. Et il y a ces moments-là, en fait, où le blanc qui vient de l'extérieur permet aussi de souligner les regards. Je trouve que sur ce plan, c'est particulièrement
particulièrement travaillé, parce que je trouve que toute cette séquence de dialogue qui est pareil, super bien mis en scène, le travail sur les regards entre les personnages qui se jettent tous les deux, et c'est dans leur regard effectivement qu'on voit la relation qu'il y a, sur laquelle on ne met pas encore de mots finalement, puisqu'on l'apprendra et on ira en zone Oui. spoiler vraiment, mais le ressenti qui pourrait être simplement, en fait, dans un premier temps, au tout début, on a vraiment l'impression qu'on joue sur un truc d'un père face à une adolescente qui veut s'affranchir de l'autorité du père. Alors, dans une certaine mesure, ça a du sens aussi avec le récit de SF un petit peu qui est là en filigrane, mais il y a quand même ce truc à on a un côté rébellion d'adolescente face à son père. Et on se rend compte au fur et à mesure que ça devient beaucoup plus compliqué et que c'est beaucoup plus sombre que ça. Et là, pour le coup, effectivement, je trouve que dans cette voiture-là, le travail, encore une fois, qu'il y a sur les rayures, renforce énormément le travail des regards, parce qu'elle les souligne à plein de moments, et je trouve ça super. Tout est dit par la mise en scène, encore une fois. Je trouve que c'est, encore une fois, un des films de Mickey qui est un vrai film de mise en scène, beaucoup plus peut-être que d'autres qu'on a pu voir. Je trouve que, étonnamment, ce truc-là qui paraît foutraque, il y a un vrai travail de mise en scène hyper étonnant et hyper précis. Et le pire, c'est que l'acteur que vous avez à gauche, qui est occidentalisé dans son nom, Guadalcanal Taka, eh bien, c'est un ami à Takeshi Kitano. Voilà, il a joué, c'est un humoriste qui a un petit peu bourlingué avec Kitano. Il a joué dans Jugatsu, dans Getting Any, le film le plus comique, et Zatoichi aussi. Et donc, voilà, il y a ce pont-là. Un monsieur qui a aussi joué, et là, ce n'est pas une blague, mais dans une sorte de film direct to vidéo sorti l'année d'avant, qui tu vas rire, peut-être tu n'étais pas au courant, mais qui s'appelle Vengeful Zebra Miniskirt Police, qui est un spin-off qui présente ce qui se passe avant, comment il est monté au pouvoir avec sa miniskirt police. Il y a eu un petit spin-off avant, c'est pas Takeshi Miike qui l'a fait, mais il y a un petit spin-off avant, ce sera amusant à voir. Ah bah donc, oui. À mon avis, on doit être dans l'humour à fond. Et c'est un acteur qui a fait de l'humour, et là, il n'est pas trop dans un rôle humoriste. En plus, bon, on va bientôt y arriver à Zone Spoiler quand même. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant d'y aller? Bon, la musique, évidemment. Bon, ça, voilà. Il y a un deuxième morceau, d'ailleurs, de la Zebra Queen. Voilà. Et c'est magnifique. C'est de la J-pop rock gothique. Mais oui, c'est hyper cool. La musique est trop cool. Alors, je ne sais pas qui l'a composé exactement, la musique, parce que il n'y a pas de. Alors, ça serait Yoshihiro Ike. Voilà. Je ne sais pas s'il a fait les musiques, il a fait peut-être que le score, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a, bon, comme beaucoup dans la profession, ils font 36 000 trucs par an. C'est extraordinaire. Et oui, je vois la liste, c'est une liste de fous. Je regardais s'il avait travaillé encore avant pour Mickey, mais je ne crois pas. Bon, peu importe, mais là aussi, le soin est porté dans la composition, dans la chorégraphie. Mine de rien, pour un film comme ça, on pourrait se dire, mais non, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que vous prenez cela à part, vous mettez ça en clip vidéo, ça peut avoir du succès au Japon. Mais oui, ça marche très bien. Et moi, je me suis même interrogé, en fait. Au tout début, quand j'ai commencé le film, je me suis interrogé sur le fait, est-ce que Mickey va prendre le parti de nouveau de repartir vers la comédie musicale ou autre? Je me suis vraiment posé cette question avec Happiness of the Katakuri's en fond aussi, peut-être, qu'on avait vu ensemble. Je me suis quand même interrogé, en fait, là-dessus. C'est vraiment un film où, en fait, presque, tu as ce truc-là. C'est juste pour souligner ce truc-là où tu sais jamais ce qui va arriver la séquence d'après. Et ça, je trouve que c'est super rafraîchissant. C'est vachement agréable de te dire, on a tellement l'habitude effectivement d'avoir des motifs qu'on connaît absolument par cœur et dont on sait évidemment où ça va. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, hein. C'est parfois bien d'avoir des carcans comme ça. C'est aussi on va dire quelque chose qui est propre au genre aussi, d'avoir des carcans narratifs, des passages obligés, etc. Mais là, je trouve qu'en fait, d'une séquence à une autre, tu ne peux pas anticiper ce qui va se passer après. Et c'est hyper agréable en fait d'être tout le temps surpris, d'être tout le temps pris à contre-pied. C'est hyper cool. Même si finalement, au final, le film te donnera quand même ce que tu es venu voir, et tu es quand même venu voir Zebraman quand même triompher, si je puis dire, du mal, on va faire ça entre grosses guillemets pour l'instant, tu vas ce film de super-héros malgré tout. Mais il va te surprendre à l'intérieur de ce carcan-là et c'est ultra, ultra rafraîchissant et agréable. Et alors, zone spoiler, qui, mine de rien, il y avait quelque chose au début, dans une des premières scènes, qui se passe dans un labo scientifique, où il y a un visage qu'on ne voit pas. Alors, on voit la personne de petite taille, un peu perverse, qui injecte un truc à une petite fille qui s'avère être la petite fille donc qui est rencontrée là sur le toit de l'hôpital, une petite fille qui a donc 25 ans, elle ne vieillit plus, on va y arriver, et un peu plus tard, donc, on nous montre le personnage du scientifique dont on ne voyait pas le visage, et bon, c'est vrai qu'au début, il faut se concentrer, mais il s'avère que le scientifique en question, c'est ce monsieur, et ce monsieur n'est nul autre que celui qui deviendra le gouverneur, le maire de Tokyo, de Zebra City par la suite. Et donc, là, on a quelques scènes dans le labo,
notamment électrifié à certains instants. D'ailleurs, on voit la personne de petite taille sur le côté à gauche. Qui, au Il y a des passage, l'acteur moments. qu'on a dans Imprint et qui fait le. Enfin, Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai été étonné de le revoir quelque part. Je crois que c'est un c'est homme, mais là. c'est un homme, mais il joue une femme dans Imprint Oui. qui est à l'entrée de la maison close. Eh oui, 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 parce que je dis, ce faciès me disait quelque chose. Et il y a des moments, même dans l'architecture un peu Ouais, verticale comme ça, en plus je l'ai revu il n'y a pas longtemps, on pense au premier Frankenstein. ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est exactement ça. Je pense que c'est l'idée du savant fou, là, à ce moment-là. Alors, savant fou, pourquoi? Parce que, bon, alors là, on le voit très vite, c'est un peu nébuleux quand même, hein. Il ne faut pas lâcher le film d'une minute, hein. Ouais, C'est-à-dire que, mauvais début. rappelez-vous des scènes du premier film, dans l'école, les extraterrestres, tout ça. Bon, ben, il s'avère qu'une petite fille à l'époque était possédée par un extraterrestre. Il l'a récupérée. Donc, on pensait que tous les extraterrestres étaient éradiqués. Non, il en reste un dans cette petite fille. Et injection, machin. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire avec on voit notre cher Zebraman, etc. On comprend pourquoi il a perdu ses pouvoirs, en fait. En le passant à la centrifugeuse, d'ailleurs, il y a une scène après pour lui faire rappeler la mémoire. Zebra Queen montre une machine à laver. Oui, tout à fait. Je suis mort de rire. Voilà. C'est une pub pour la. Avec les, C'est avec les sous-vêtements noirs et blancs qui sont qui pendent en fait sur le toit sur lequel il y a cette révélation là. Il y a un truc constant il y a vraiment un truc avec les sous-vêtements sur sur un étendoir. C'est hyper drôle pour symboliser le noir et le blanc. Il y a plein de petites idées comme ça hyper drôles. Et alors, du coup, il a créé tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, au-delà donc de Zebra, qui va devenir une coquille vide, hein, Zebraman, Ouais. voilà. Eh bien, il va créer It's Alive, It's Alive. Alors, Oui. She's Alive, pour le coup. Parce qu'il va créer. Alors, je vais vous mettre la magnifique image, parce que j'ai réussi à faire le bon arrêt sur image dessus. Et encore, bon, après, il va créer une matière noire. Alors, c'est pas X-Files, hein. C'est donc cette matière noire qui apparaît là, ça va être la Zebra Queen, qui est donc la naissance du mal pur, si on veut, Hmm. quelque part. La Et celui qui était création d'un mal pur. Et celui qui était contenu déjà en fait dans Zebraman, qui était un Oui. mélange de noir et de blanc, effectivement. On a retiré tout le noir et tout le mal qu'il y avait à l'intérieur de lui, qui est finalement, et c'est pour ça que c'est vachement cohérent avec tout ce qu'il est au tout début quand on voit la séquence, ce qu'il y avait dans le premier en fait, mine de rien. Toute cette colère, cette frustration qu'il y a dans ce personnage-là, en fait, qui en crée un second. Et qui est finalement son opposé. Je trouve qu'il y a un truc très Batman entre le rapport entre le Joker évidemment et Batman, qui sont l'un et l'autre se complètent, et ça marche très bien. Ça pourrait être ridicule, parce que ça pourrait faire gros sabot, pardon, par rapport à ce qu'il y Non. avait dans le précédent. Mais pas ou ce qu'on trouve finalement beaucoup dans le comics, dans le film de super-héros globalement, mais en fait ça marche très bien, ça fonctionne hyper bien. Et en même temps, dans ce truc-là, je trouve très, très intéressant de cette séquence-là, effectivement, on voit la matière noire prendre forme humaine. Il y a quelque chose de très sérieux, de très Ah, finalement de sympa. très solennel dans sa et en même temps il arrive à glisser des gags parce que le mec demande à ce que la forme ait une plus grosse poitrine et des Ah fesses oui. plus rebondies, et il glisse ça comme ça et en même temps ça passe, c'est Et très curieux. il y a, pour le coup, et je pense qu'il le remet en question, parce qu'on ne peut pas dire que Takashi Miike soit le réalisateur le plus féministe du Non. monde, loin de là. Mais là, quand même, il montre la perversité masculine plus d'une fois. Oui. Et vu ce qu'elle va faire, la fille, pour se libérer de lui après, parce que elle va se libérer de son créateur, la créature va prendre voilà, va s'émanciper en mode femme forte, et elle va jeter le père dehors, qui va se faire tuer durant le Zebra Time. C'est-à-dire que même le gouverneur local n'est pas à l'abri, lors d'un Zebra Time, de se faire tuer. Elle se débarrasse du professeur. Et il y a une idée aussi, parce qu'il y avait cette perversité de domination, il la contrôle, sa créature, bah, elle prend le dessus. Donc, il y a quand même une idée de la libération. Alors, toute proportion gardée, libération féminine, mais c'est quand même le mal absolu, donc on va tempérer. Mais c'est vrai que c'est relâché. Le fait, il faut qu'elle ait des grosses formes et tout, machin. Ce qui est en plus très incestueux, parce qu'il va en faire sa fille après, etc. Et il y a cette idée. Et puis, il y a le mal toxique, le père créateur, et à côté, il y a le chevalier servant, samouraï, qui veut à tout prix la protéger. À un moment même, d'ailleurs, elle va dire, non, mais t'es lourd, là. Et elle croit le buter, mais elle le bute pas vraiment. C'est intéressant, ce rapport aussi entre l'homme et la femme dans le film, par Ouais, moment. parce que ce que tu disais, c'est vrai que c'est pas forcément le plus féministe qui soit, parce qu'il y a quand même une vision très traditionnelle de la famille et autres. Ceci Oui. étant dit, il montre quand même très souvent, Mickey, et on le disait en audition par exemple, que souvent, en réalité, Et il oui. montre beaucoup le regard des hommes en fait porté sur les femmes en fait, et finalement, et que c'est finalement, il est pas tant dans l'idée de montrer, on va dire ce truc-là en disant voilà les femmes doivent être comme ça, etc. Non, il dit voilà ça c'est le regard pervers des hommes qui produit ce genre de truc.
Et donc, dans Audition, c'est pareil. Finalement, ceux qui étaient presque les pires, c'était presque, alors peut-être pas le personnage du personnage principal, mais c'est quand même le comportement masculin et le patriarcat dans sa globalité qui fomentait une sorte de faux truc pour faire de fausses auditions pour faire son marché et trouver une femme. Et là, il y a un petit peu ce truc-là, encore une fois, où c'est quand même c'est dans le regard pervers des hommes il nous montre ce regard des hommes comme étant pervers. Et puis, effectivement, la question de l'inceste qui est quand même très présente chez Mickey aussi, qui est aussi quelque chose de profondément patriarcal aussi dans la démarche. C'est super intéressant. Et je trouve que globalement, et petit élément, tu parlais quand même de Phébis. Moi, il y a quand même ce truc-là où moi, j'arrive pas à ne pas voir la fiancée de Frankenstein aussi, parce que dans le design qu'a le personnage de Zebra Queen, effectivement, dans ses cheveux qui sont un peu fous, un peu éclatés, un peu dans tous les sens, ramène aussi au personnage de la fiancée de Frankenstein de James Whale aussi, indéniablement. Et la relation qui va se tisser avec Zebraman, mine de rien, alors même si finalement la conclusion est la stricte opposée de celle de la fiancée de Frankenstein, vraiment, on est sur quelque chose de très différent. Mais mine de rien, il y a cette tentative, en tous les cas, de trouver une fiancée au personnage de. Ça va se conclure différemment. Je dirais que même, on est en zone spoiler, mais là où dans le James Whale, là, ça ne se conclut pas. Il n'y a pas de conclusion vraiment à ce truc-là. Enfin, il y a une conclusion, mais qui est plutôt tragique. Là, il y a une conclusion qui est plutôt heureuse et qui va amener à une union, si je puis dire. On va dire ça comme ça. Mais avant l'union, le bien contre le mal. Où Takashi Miike, il venait de faire Crow Zero 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va parler d'une autre référence à Crow Zero 2 après, que personne n'a vu venir. Mais il y a un moment où j'ai pensé, en Crow Zero 2, évidemment, l'affrontement entre les deux écoles. Voilà, là, on y est. Là. C'est purement ça. Là. C'est l'hôpital du Cheval Blanc contre la Zebra Police. Et bon, ça c'est très secondaire, c'est même tertiaire. Hein. Au fond, on voit vite fait le meneur qui est le chef samouraï, enfin le chevalier samouraï servant qui va annoncer Harakiri, le remake d'Harakiri l'année d'après. Totalement, oui. Il sait d'avance ce qu'il va faire. Donc, en fait, il expérimente même. Il prend ce qu'il a fait avant, et il expérimente ce qu'il va faire après dans ses films. Souvent, hein. C'est ça. Et là, là aussi, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais très bon plan, très bien composé, très belle lumière, magnifique. Ah oui, même si ça dure 2-3 secondes et qu'on n'en fait rien en fait de cet affrontement pratiquement, mais au moins c'est là, quoi. Ça veut dire que Takashi Miike, il aime bien prendre soin de ce qu'il fait quand même, malgré le bazar. Et après, en fait, cette séquence-là elle est quand même importante parce que mine de rien, c'est vrai que le groupe l'affrontement, on le voit pas vraiment. Par contre, ça va permettre d'introduire effectivement la réaction de l'ex-acteur qui joue à Zebraman, qui lui va essayer effectivement de se dresser contre la Zebra Police. Et on va se rendre compte effectivement que finalement ce n'est que du cinéma, ce n'est qu'une série, et que ses compétences, si je puis dire, en baston, il les a pas. Et sa séquence est vachement touchante parce qu'il y a tout ce plan-là où il est mis par terre, on lui casse la gueule, et il va faire tomber, le masque va tomber, et il va se faire piétiner en fait par la Zebra Police. Et pareil, c'est très touchant, ça marche bien, c'est tout con, c'est tout simple. Mais rien que de voir effectivement ce casque piétiné par la Zebra Police, ça fonctionne super bien. Et encore une fois, ça sert émotionnellement ce personnage-là ou son parcours. Et c'est super cool. Encore une fois, je suis très étonné d'avoir ressenti des émotions pour ces persos-là, et pas que la déconnade. Non, mais on y arrive. Et puis bon, évidemment, on s'attend. Alors, un affrontement d'ailleurs qui commence quasi dos à dos. Et c'est intéressant de les opposer comme ça parce que la caméra tourne et tout. Il y a toute une idée de build-up en fait. Oui. Et voilà, on s'attendrait presque là qu'il y ait un affrontement avec une sorte de vidéoclip chanson glam rock, voire glam metal, parce que ça pourrait être ça, sorte de Tokyo Hotel qui aurait évolué en métal, parce que quand même les costumes, c'est génial quoi. Là aussi, Lady Gaga, elle a eu les mêmes trucs, faut pas croire, elle a les mêmes perruques. Avec le petit côté BDSM, tout ça, enfin voilà, c'est totalement Amy Winehouse qui aurait peut-être pris le verre de trop, la pauvre, hein, malheureusement, c'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance là-dessus, comme quoi la starification, ça n'a pas du bon. Et il y a tout ce truc-là, et on attend l'affrontement. Et il va jamais vraiment avoir lieu. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, le bien et le mal, enfin le noir et le blanc, le mal et le bien, évidemment. C'est presque un film qui va justement aller à un moment presque du côté nietzschéen par-delà le bien et le mal. Je me demande si c'est pas la première fois. On n'avait pas parlé déjà de ça chez Miike. Oui. Il me semble. Hein. Je sais pas, je ne crois pas que c'était sur Iso, parce que c'était plus sur l'absurde. On avait plus parlé de Camus ou Sisyphe et tout. Mais je pense qu'il a une idée de philosophie voilà, il est beaucoup plus intellectuel qu'on le croit, Takashi Miike.
Et il y a ce faux affrontement, parce que revenons au nerf de la guerre quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais on l'a dit tout à l'heure, les extraterrestres, tout ça, eh ben, il va s'avérer que le bien ou le mal, peu importe, au-delà du bien et du mal, l'humanité, parce que le message clair du film, il est là, l'humanité ne peut pas fonctionner sans bien et mal à la fois. Voilà. D'où le Créer un zèbre. équilibre, Voilà. etc. Ouais. Quand on sépare le mal du bien, le bien devient une coquille vide, le mal devient voilà, incontrôlable, mais il y a la menace de l'extraterrestre. Parce que, évidemment, l'extraterrestre qui a survécu. Je passe Et juste un alors, truc pour rebondir ce que tu disais sur Nietzsche quand même très très rapidement, mais je ouais, trouve qu'effectivement ce truc-là aussi de l'équilibre entre ce qu'il y a chez Nietzsche entre Dionysios, entre le Dionysiaque et l'Apollonide, entre cette pulsion peut-être violente, primaire, naturelle, et la mesure, la forme et la mesure qu'il y a chez Apollon et qui permet justement la création et la destruction qui est création. Ça marche super bien en fait, mine de rien. Je ne sais pas s'il y a eu Nietzsche, mais il y a des trucs qui collent très très bien. Cet équilibre, cette absolue nécessité de l'équilibre entre le bien et le mal qui va permettre dans une certaine... Finalement, c'est le mal quand il est séparé du bien. Il devient mal quand il est séparé du bien. Ça peut être une motivation. Là, ce qui manque à Zebraman, c'est une motivation. Et c'est cette colère, cette frustration qui va le faire le motiver à avancer, etc. Cette envie de vaincre. Et qui finalement, comme tout est mis dans le réciproque, puisqu'ils littéralement ils sont séparés en deux pour créer ces deux personnages, comme tout est mis dans le personnage de Zebra Queen, finalement, il y a un déséquilibre et ce n'est qu'une violence, mais dirigée sur rien. C'est une violence qui n'a pas d'objectif. Là où l'ordre que propose le personnage de Zebraman va permettre de donner ordre et sens à cette violence, parce qu'il y a tout un questionnement sur le sens et à cette colère, et c'est vraiment super bien pensé, encore une fois. Tout bête, peut-être un petit peu grossier, parce que, enfin, peut-être pas grossier, peut-être un petit peu très, voilà, un peu rentre dedans, mais voilà, ça fonctionne, c'est vrai, ça marche, c'est pas con du tout, loin de là. c'est le côté du film, hein. Tu as le côté un peu rentre dedans, mais en même temps, tu as de la réflexion derrière. Et donc, la fameuse menace. Alors, bon, ça reprend un peu des codes du premier film, mais et ça mange pas de pain, on est bien heureux. On a le fameux, alors, que je vais gentiment surnommer le Kalienju. Voilà. Alors, magnifique créature. C'est à la fois ridicule et flippant. C'est exactement ça. Là, en plus, là, il fait une sale gueule. Hein. Là, il est pas content. Il a tout cramé. Voilà. Cette idée d'ailleurs, table rase, Takashi Miike, il aime bien cramer les choses à la fin de ses films. Enfin, c'est déjà arrivé Dead or Alive, par exemple. Il pète, Et hein, alors, il faut quand même le dire, il pète aussi. Il a une attaque prout qui est incroyable. Ça oui, suffit d'opposer, mais il a une attaque prout. Voilà, il l'a ajouté, ça je tiens à la souligner parce qu'elle est bien. on n'a pas le retour de la zebra ruade, malheureusement. Mais on a ça. Et à un moment, d'ailleurs, le cri, ils ont mixé un cri de sang. Tu as l'impression qu'il y a un mix de dinosaures et de cris de filles par-dessus. Enfin, c'est super spécial. Hein. Pris à part, il y a un truc. Et évidemment, voilà la vraie menace. Alors, la question est alors, bon, comment vaincre ce mal? Il va falloir refusionner le bien et le mal. Et là, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire hein? On va ressortir à 90 degrés, peut-être, hein, du coup. Elle est incroyable. Et alors, ce qui est un petit truc aussi sur la petite fille aussi qui est un peu absurde, c'est Et que la petite oui, fille, en fait, elle ne vieillit pas vu qu'elle a l'extraterrestre dedans, je suppose que c'est ça. Et donc, elle a ça. 25 ans, mais elle a l'impression qu'elle en a 10. Et donc, il y a effectivement, pour relier le bien et le mal, il faut que les deux consomment ensemble, qu'ils couchent ensemble, qu'ils aient un rapport sexuel ensemble pour fusionner. Donc, Zebraman et Zebra Queen, Oui. pour redonner naissance à Zebraman vraiment, donc qui est noir et blanc vraiment, parce que jusqu'à maintenant, Zebraman n'était que blanc. Et donc, pour pouvoir donner encore une fois la naissance à ses rayures. Et donc, il y a tout ce petit truc nul avec la télé, ça me fait beaucoup rire, où elle veut fermer les yeux, mais elle dit mais non, mais j'ai 25 ans, je peux regarder. Parce que finalement, il les regarde en train de consommer, et ça crée une belle lumière blanche, etc. Oui, c'est la lumière de la création. Hein. Oui, On en revient à ISO. Là, pour le coup, ça rappelle ISO, tu vois. totalement, oui, c'est vrai. Et alors, je te laisse peut-être annoncer ce qui arrive à la fin de cette séquence, parce que c'est quand même magique. Alors, bon, à un moment, il y a la fusion. Donc, hein, évidemment, qui est-ce qui va réapparaître? Notre cher Zebraman. Bon, voilà, enfin, on va dire ça. Mais quand il apparaît, quand les autres disent « Oh, c'est Zebraman !» c'est un peu l'idée. Il y a un truc très, très spécial. Et je pense que toi, tu t'en es pas revenu. Il y a ça. Alors, il y a ça, et après, on fera le lien avec Crowd Zero 2. Voilà, allez. Alors, la question est, pourquoi il y a ça? Alors, je vais vous mettre une autre image en parallèle, la scène d'avant. Et Robin, tu vas nous dire ce que c'est ce machin. Voilà, ce truc qui va apparaître là. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre là? Alors, il y a ça par terre.
Et comme c'est un super-héros justicier, c'est la première chose qu'il voit en tant que super-héros justicier fusionné. Pourquoi, du coup, il y a Stop AIDS derrière, mort au sida? Les fameux condoms. Les Love, condoms, love, voilà. condoms. Et c'est un truc, effectivement. Alors, moi, je ne l'avais pas vu, hein, pour le coup. C'est toi qui l'as vu, Julien, que c'est quelque chose cette marque de préservatif, on la retrouve effectivement dans Crow Zero, si je ne me trompe pas. De deux, ouais, je crois. Ouais, et c'est ce qu'apporte le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, parce il est en train de draguer une petite nana, et il pense qu'il a un rendez-vous galant avec elle, c'est ça, je crois que c'est lui, hein, il a son rendez-vous galant, il entrevoit qu'il va peut-être coucher avec elle le soir même, et donc il achète cette boîte de préservatifs dans un distributeur. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on n'aurait peut-être pas vu dans d'autres films de Mickey, que ça se trouve, Love, il est partout dans plein d'autres films de Mickey, ça fait partie de son lore, je ne sais pas. Mais effectivement, je trouve c'est hyper curieux. Oui, Tarantino qui aime bien mettre des trucs aussi qui traversent ses films. Mais alors, la question qu'on vous pose, si vous êtes allé au Japon et si vous avez eu quelques relations au Japon, on va dire, est-ce que cette boîte de préservatifs existe vraiment? Parce qu'on sait qu'il a fait des publicités, aussi bien il a fait une pub pour ça, Takashi Miike, j'en sais rien. C'est-à-dire que ça, à part avoir vécu au Japon, c'est difficile à dire. Mais bon, pour revenir quand même à ça, bon, c'est-à-dire que ça détourne le truc. Mais oui, en effet, c'est le justicier ultime qui va combattre le mal absolu. Donc déjà le sida. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, qu'est-ce qu'il va attaquer? Bon, bah, il va attaquer quand même l'alien. Et alors, comment il a réussi? Et c'est là où on a le fusil de Tchekhov d'avant. C'est que pour battre l'alien, que faut-il faire? Eh ben, oui, il le mange, on va dire, parce que sinon c'est très mal vu. C'est vrai que j'ai peut-être pas pris le meilleur Il plan. aspire, il aspire Il son aspire parce intérieur. que vu comme ça, non, voilà, il aspire parce que c'est exactement comme ça que dans la série remake, donc dans le film là, le Zebraman, à un moment, mangeait son adversaire, mangeait l'alien qui était dans Qui est le. le même petit alien, voilà, qui était dans une sorte de gros robot. C'est génial. La réalité dépasse la fiction dans la fiction. C'est une super idée. C'est vraiment, l'idée est excellente. Pareil, c'est toujours, ce que j'aime bien, c'est à l'image aussi ridicule que vous l'imaginez, et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment le mec, il a aucune limite, il va jusqu'au bout de son truc, et c'est très drôle. Je trouve que c'est une manière de l'affrontement est très drôle parce qu'il voit qu'effectivement il ne peut pas le vaincre, il ne peut le vaincre qu'ainsi. Et alors comme la petite fille pour le coup, hein, cette idée aussi de faire l'écho avec la petite fille, finalement il prend. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant dans ce que ça dit aussi, c'est-à-dire que cette petite fille, elle contenait le mal en elle, elle était finalement le dernier rempart contre le mal. Il y a encore toujours cette idée quand même de donner les clés du bonheur, d'un futur, on va dire d'un futur qui serait meilleur dans les mains des enfants. Et donc les enfants là, de cette petite fille Oui. gardaient en elle ce mal, c'est lourd à porter, c'est très lourd à porter pour elle. Et donc, dans une certaine mesure, le personnage de Zebraman va se sacrifier pour prendre ce mal en lui et l'envoyer à des millions de kilomètres dans l'espace par la suite. Donc comme si encore une fois il prenait ce truc-là. La petite fille d'ailleurs à la fin le remercie littéralement quand il a tout bouffé. C'est une boule, c'est un zebra ball. Et c'est très beau. Il y a un truc qui est terrible aussi dans cette scène. À la fin, quand il a tout mangé, il cligne des yeux, c'est avec le petit bruitage. C'est le détail qui dédramatise le truc d'emblée. Et oui, après, en effet, c'est la Zebra Ball qui. Mais c'est terrible parce que, alors, on rigole, tout ça, et c'est ridicule. Et même dans la Zebra Ball, bon, voilà. Là encore, ça va, j'ai pris le meilleur profil. Mais ah, c'est magnifique. Mais on rigole, on voit la petite tête en haut, hein, parce qu'il est tout en haut. Mais c'est quand même la notion de sacrifice. Ouais. Parce que pour la seule façon parce qu'on peut pas tuer l'alien. À un moment, le samouraï il s'y essaye et le pauvre, il n'y arrive pas. Là, c'est comme un ectoplasme, hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fantôme de SOS Fantôme, quoi, un petit peu. Et je pensais à ça, mais je crois déjà dit dans le premier Zebraman. Ça ressemble l'attaque à la fin ressemble au celle du Bibendum Chamallow dans SOS Fantôme. Et ouais. Mais c'est pour ça que, et d'ailleurs, c'était assez amusant parce que je crois que c'était Kitano qui avait référencé SOS Fantôme dans son Getting Ellie. Donc, comme quoi, finalement, c'est un film qui a dû être très populaire au Japon. Et du coup, il se sacrifie. Et en gros, la seule façon, c'est d'éloigner l'extraterrestre dans l'espace et de partir au loin. Et du coup, notre cher Zebraman meurt, en fait. Enfin, il meurt. On le reverra jamais. Il va être
destiné à errer à jamais dans l'infini. D'ailleurs, on le voit, il respire dans l'espace, tout va bien. Hein. C'est comme Superman 4. Hein. Quand on amène la femme sur la Lune, c'est pareil. On respire dans l'espace, c'est ça la magie du cinéma. Mais c'est quand même une fin triste en vrai. En vrai. C'est comme Iso qui est perdu sur sa boucle d'infini et qui n'arrive pas à la. Enfin, je trouve que il y a un truc aussi absurde dans son truc et c'est marrant parce que je crois que c'est lui qui le dit quand il voit la série au tout début, la série dans le film et c'est un enfant, je crois, qui dit ça. Il meurt à la fin finalement et c'est triste quand il voit que dans le film le personnage mange le petit extraterrestre pour le Mais coup, oui, il tout de meurt. la tech se fait. Il y a un personnage alors je sais plus si c'est l'enfant aussi d'ailleurs, c'est l'ex-élève qui lui dit mais il meurt, mais c'est terrible en fait, c'est une fin terrible. Et l'autre lui dit mais en fait il y a pas, c'est la seule solution. Et finalement bah, c'est effectivement la solution. Il y a quelque chose de tragique encore une fois dans ce personnage-là, c'est terrible. Et du coup, il n'y aura pas de Zebraman 3 comme moi j'aurais adoré. Et peut-être qu'on va fermer la zone spoiler quand même. Imaginez un Zebraman 3 qui se passe ailleurs, pas sur Terre. Allez, voilà. Bon, attends, Génial. on est encore dans la zone spoiler du coup, parce que voilà. Imaginez, parce que là je suis en train de me dire quand même que c'est les gens qui reviennent là, ils commencent à pas sur Terre. Mais ça serait génial de faire un truc sur une autre planète où on aurait Zebraman et tout, avec que des extraterrestres. Voilà. Ce serait incroyable. Mais bon, ça, je pense qu'à un moment. Mais on ne sait jamais avec Takashi Miike. Il est capable de nous faire un Zebraman 3, un Crowd Zero 3, etc. Hein. On ne sait jamais. Et on ferme la zone spoiler. Et on parlait des futurs films de Takashi Miike. Entre-temps, depuis le dernier épisode, on a appris quand même qu'il allait faire un remake à sa façon de Bad Lieutenant. Voilà. Oui. Alors, probablement plus la version de la Belle Ferrara, hein, du coup, parce que c'est vrai que le Herzog n'a rien à voir avec le Ferrara, hein, je crois. Oui. Donc, une relecture. Et Bad Lieutenant, peut-être. Peut-être qu'il y aura des Zebrapolis dedans, on ne sait pas. Ce serait mais bon, incroyable. Pour refermer du coup, mais ce sera un film qui risque peut-être d'être distribué en France, ça serait sympa. En salle, hein, je pense. Et alors, pour conclure, Zebraman 2, c'est de la folie. Hein. Alors évidemment, j'ai vu que le film était très mal noté et assez peu apprécié. Alors, c'est particulier parce que je me pose la question. Par rapport au premier film, moi, je trouve que c'est un bon complément qui va beaucoup plus loin. Et ça dénature pas le premier tout en lui rendant hommage et en tentant plus. Et si on connaît le cinéma de Mickey, je trouve que c'est totalement dans la cohérence du truc. Selon toi, on va faire l'avocat du diable. Pourquoi les gens ont beaucoup moins aimé celui-ci? Parce que la moyenne, t'as 5,5, je crois, sur 10, c'est pas top. Hein. Je sais pas. En fait, je suis assez étonné parce que finalement, c'est un film c'est du Mickey pur jus. En fait, j'ai du mal à ne pas voir la quintessence du style de Mickey là-dedans. Ouais. Et moi, je dirais presque, hein, vraiment, je trouve c'est pour ça que c'est curieux. J'arrive pas à trouver des arguments contre le film. Le film a plein de problèmes. Hein, attention, il faut être honnête. Bon, graphiquement, mais ça, c'est totalement assumé. La narration, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même plein de trous de scénar à des moments. Il y a des plot holes partout. C'est pas effectivement, parfois il y a des raccourcis un peu rapides, mais je trouve que finalement ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que finalement tout est cohérent au final. C'est-à-dire qu'il se permet des libertés d'écriture, enfin son scénariste en tous les cas aussi, ils ont travaillé ensemble, ils se permettent des libertés, mais c'est pour servir un propos qui est un peu plus grand que la simple narration et des émotions des personnages. Donc moi je trouve que ça fonctionne très bien. Je dirais même que moi je préfère celui-ci au premier. Je trouve qu'il est beaucoup plus riche en fait sur plein de trucs. Il est peut-être plus bordélique que le premier, mais il propose vraiment plein de pistes intéressantes. Donc en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi il est moins bien noté que sur les autres. Encore une fois, ça dépend aussi de qui l'a vu. Je trouve que c'est effectivement un film qui est pas forcément facile d'accès. Je pense qu'effectivement si on n'a pas l'habitude de Takashi Miike, on se jette là-dedans, c'est quand même, ça peut être un peu violent parce que on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et je pense que c'est un film qui demande un public, pas au sens où ce serait particulièrement, mais c'est pour un public averti du travail de Mickey. C'est pas un truc facile d'accès encore une fois, et peut-être que c'est ça. Les arguments, c'est que c'est pas facile d'accès, qu'on comprend pas ce qu'on est en train de regarder. C'est vrai que peut-être que celles et ceux qui l'ont vu n'ont vu que le premier Zebraman, qui même si sur sa fin quand même va Oui. loin, ça reste du Mickey soft, j'ai envie de dire, hein, dans un sens. Là, c'est Mickey plus, quoi. Donc, ils ont dû être très surpris, mais c'est vrai que si on voit un ISO, par exemple, je pense que mais ISO est passé entre temps, hein, je crois, hein, Oui. d'ailleurs. Voilà, donc il y a cette idée-là. Même Cloud Zero. Alors, Cloud Zero 2 aussi, elle était un peu plus foutraque que le premier, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est dire qu'il doit se dire ça, quitte à faire une suite, autant aller plus loin. Bah, Dead or Alive 2, bon, le 3 apparemment pousse les potards méga à fond, donc ça, on en parlera probablement bientôt d'ici quelques mois. Mais ça, moi, je trouve que c'est du pur Mickey. C'est vrai que c'est le film, faut pas le voir dans les 5-6 premiers Mickey, à la rigueur, peut-être.
Mais peut-être a-t-il fait encore plus fou. Enfin, en soi, ISO, je pense que c'est quand même le summum de la folie, d'une certaine manière. Après, dans une autre forme de folie, il y a Violent Q quand même. Voilà, Oui, bah, Visitor Q, c'est effectivement Visitor Q va Visitor Q. loin. Hein, Je veux toujours appeler Violent Q, hein, c'est pas la première fois. Et Finalement, c'est c'est joli. violent aussi. Ouais, c'est Ah joli. voilà, mais oui, mais Visitor Q, même bon, Gozu, c'est plus soft, mais il y a des scènes quand même, tu les prends à part, voilà. Mais c'est vrai que celui-là, là, Zebraman 2, c'est le mélange des genres se fait très bien, hein, dystopie SF super héroïque. Bon bah voilà, c'est entre Sin City et Blade Runner hein, par moment aussi. Ouais. Alors, Sin City pas tout à fait sur la direction artistique, mais dans cette idée de une ville un petit peu ou Dark City peut-être. Tiens, Oui, Dark City un peu, oui, effectivement. Oui. Mais voilà, après oui, bah oui, les CGI c'est pas tout le temps top, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être que le second degré, les scènes d'humour et tout ont mal plu aussi. C'est vrai que ça dédramatise souvent au moment où il faut pas, peut-être, je ne sais pas, mais quand on connaît bien Mickey ou quand on connaît le cinéma japonais, comme Kitano le fait aussi, hein, faut voir son dernier Broken Rage, qui est quand même très Incroyable. là-dessus, tu vois, c'est Mickesque presque Broken Rage, hein, mais bon, Kitano est Mickesque et Mickey est kitanesque aussi. Hein, c'est des écoles des mélanges des genres qui sont capables de tout faire, des génies absolus. Voilà, Kitano, il sait Après, tout faire. peut-être un truc par rapport aux critiques. Effectivement, je pense que si vous aimez Zebraman premier du nom, vous n'aimerez pas forcément Zebraman 2. Je trouve que c'est des films qui sont quand même Ouais. très différents aussi. Et je pense qu'on peut être très fortement surpris au mauvais sens du terme si on ne parce qu'on s'attend pas à ce qu'on va voir de ce truc-là en fait. Vraiment, où je pense qu'il y a quand même une sorte de, il y a une marche, il y a une sacrée marche entre les deux qu'il n'est pas forcément facile de franchir. Je pense. Peut-être aussi que ça joue aussi sur la bizarrerie du truc. Quoi. Mais bon, à vous la parole dans les commentaires, si vous Oui. avez aimé ou non ce Zebraman 2, parce que ça sera intéressant. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous exactement ce qui a accroché, etc. Enfin, petit ami croche comme ça. Mais comme souvent chez Mickey, bon, on commence à avoir l'habitude aussi, donc fatalement, on y voit tellement de pistes que tout fait sens. C'est vrai que chez Mickey, tout fait sens. Et ce que disait aussi Az l'épouvantail dans son documentaire, on tisse des liens, la violence, la famille, les marginaux. Ben là, on y est aussi. Hein. Alors, bon, la famille, là, elle a explosé. Je crois que c'est le film le plus défamilier avec Iso, hein, directement, où on sent qu'il y a une sorte de regard pessimiste des choses. Voilà. Mais en tout cas, on attend vos réactions. Toujours un plaisir de vous lire sous nos vidéos. Et mon cher Romain, avec Romain récemment sur sa chaîne, on a parlé de La Traque de Serge Leroy pour le 2e épisode de Gok. Voilà. Et c'était intense La Traque. Alors rien à voir, pour le coup, rien à voir avec Zebraman 2, mais c'est intense et riche d'une autre manière. On va dire, voilà. Beaucoup plus sobre. Hein. La Traque, c'est pas tralalala, hein, du tout. Voilà. Après, Zebraman joué par Jean-Pierre Mariel, moi je demande à voir. Ça aurait été un truc intéressant. Ah, ce zébra cul. T'en fais des croisements. Mais tu sais qu'on rigolait, mais on en parlait dans notre dernier épisode, ça serait génial de voir Takeshi Miike faire un film en France. Moi, je pense à Yoshi Kurosawa qui va présenter sa version du Chemin du Serpent sur OpenSpace là en juillet. J'espère qu'on l'aura bien distribué. Miike en France, ça ferait sens sur beaucoup de choses. Et tu mixes Miike, tu le fais rencontrer Quentin Dupieux, par exemple, je pense que ça donne un truc explosif. Ah bah oui, mais totalement. C'est deux mecs qui pourraient très bien s'entendre en termes de folie, hein, je pense. Ah, mais bon. Après, ça, c'est une autre histoire. Mais on peut l'inviter. Il a tenté aux États-Unis, etc. Donc, voilà. Il a fait des films aussi qui parlent de la Chine. Je crois des Philippines aussi, il me semble. Je me demande s'il n'a pas fait un film au Brésil aussi, apparemment, de ce qu'on avait vu dans, voilà. Donc, allez, Monsieur Mickey, venez en France maintenant. Voilà. Oui. On vous attend. Et vous, on vous attend ci-dessous à vos petits claviers. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.